Bonsoir et soyez les bienvenus dans cette édition de votre journal de 22h dont tels sont les principaux faits. Le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh est arrivé à Kigali où il devra prendre part au sommet extraordinaire de l'Union africaine consacré au lancement de la zone libre de l'échange continental africaine ZLECA for réélection de Xi Jinping qui fait vibrer la corde nationaliste en Chine. C'était les sommaires, bienvenue à tous. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, s'est envolé cet après-midi pour Kigali, où il devra prendre part au sommet extraordinaire de l'Union africaine consacré au lancement de la zone libre échange continentale africaine, ou ZLECA. Eh bien, à l'instant même, nous apprenons que le chef de l'État est arrivé donc à l'aéroport international de Kigali il y a quelques instants. Le chef de l'État assistera donc à la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine sur la zone continentale donc africaine de libre-échange qui s'y tient du 17 au 21 mars donc à Kigali, la capitale rwandaise. Et bien dans le cadre des préparatifs du lancement officiel de la ZLECA, les ministres du commerce et de l'artisanat des pays de l'UA et membres de la ZLECA ont tenu donc différentes réunions du 8 au 9 mars dernier. À son arrivée, le chef de l'État a donc été accueilli par un parterre de personnalités politiques, en l'occurrence l'ambassadeur d'Addis Abeba, Mohamed Idriss Farah Abane, le ministre des Affaires étrangères de la coopération internationale, le ministre de la Justice et garde-sceaux Moumouni Ahmed Cheikh, et donc le président de la Chambre de commerce, Youssouf Moussa Dawali. Aussitôt arrivé, le chef de l'État donc a été conduit donc à l'hôtel où il résidera pendant donc ce sommet où les chefs d'État et de gouvernement des pays africains donc se lanceront pour ratifier cette convention sur la mise en place de la zone de libre-échange donc continentale africaine, la ZLECA. Les travaux préparatoires de ce sommet se tiennent actuellement dans la capitale rwandaise où, vous l'avez vu sur les images, le chef de l'État est arrivé il y a quelques instants dans la capitale rwandaise, comme nous l'a confirmé donc notre correspondant sur place, Ahmed Hamad. Eh bien, nous essaierons de joindre par téléphone dans quelques minutes le sommet de l'UA africaine donc qui se tient du 17 au 21 mars 2018 à Kigali. Réunira donc, outre le président Guelleh, de nombreux autres chefs d'État et de gouvernement des pays africains. Ahmed Hamad, donc, est-ce que Ahmed Hamad nous entend? Nous reviendrons donc à ce sujet. Eh bien, revenons dans la capitale. Peu avant donc ce départ vers Kigali, le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a reçu une délégation des sénateurs français. Je pense que nous avons donc en ligne Ahmed Hamad, notre correspondant sur place. Bonsoir Ahmed. Bonsoir Ali. Eh bien, le chef de l'État est arrivé il y a quelques heures à la capitale rwandaise Kigali où il devra prendre part donc au sommet extraordinaire de l'Union africaine consacré au lancement de la zone de libre-échange continentale africaine ou ZLECA. Ahmad. Ce sommet donc s'y tient du 17 au 21 mars. Le chef de l'État prévoit donc la ratification et la mise en place de la zone de libre-échange continentale. Quels seront donc les contours de cette convention?
Merci Ali pour avoir posé cette question. D'abord, il faut savoir que c'est le nouveau président en exercice de l'Union africaine, Paul Kagame, qui a convoqué donc cette réunion extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement du continent à Kigali, donc, en vue donc du lancement officiel de la zone de libre-échange continentale africaine, la ZLECA, Ali. Donc la création de cette zone de libre-échange a été décidée en 2012. Son démarrage était prévu pour 2017. La ZLECA, rappelons-le, s'étendra sur un marché africain d'1,2 milliard de personnes, amis, représentant un produit intérieur brut de 2500 milliards de dollars dans l'ensemble des 55 États membres de l'Union africaine. Pour répondre à la question, Ali, selon les conclusions de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, la ZLECA devrait permettre une hausse de 52% du commerce intra-africain d'ici 2022, soit 35 milliards de dollars. Donc, y a-t-il d'autres avantages de la zone de libre-échange continentale, la ZLECA, Ahmad? Merci Ali. Donc oui, il faut savoir que le projet de construction d'une zone de libre-échange continentale a pour but de faciliter les échanges commerciaux entre les différents États participants. La ZLECA, donc, elle a pour but de faciliter les échanges commerciaux entre tous les États africains. Il s'agira d'enlever également les différentes barrières empêchant la libre circulation des marchandises entre les différents pays. À terme, Ali, donc, la ZLECA devra permettre la mise en place de l'union douanière en 2022, ainsi que la communauté économique africaine dans 10 ans. Et selon la commission économique Ali, je rappelle que donc la ZLECA permettra une hausse de 52% du commerce intra-africain d'ici à 2022, Ali. Rapidement, Ahmad, quel sera l'agenda du chef de l'État d'ici le mercredi, date de la ratification de cette convention? Voilà, alors le chef de l'État va participer donc aux côtés de ses pairs africains, chefs d'État et de gouvernement, donc à la signature des différents protocoles d'accord qui sont sur la table qui étaient sur la table de négociation, qui ont été donc accueillis favorablement par les chefs d'État et de gouvernement des pays africains. Ce n'est pas encore sûr, mais il se pourrait également que les chefs de l'État aient également en marge de cette question des rencontres bilatérales avec ses homologues, ses pairs chefs d'État et de gouvernement africains. Pour l'instant, nous n'avons pas la confirmation. Merci Ahmad Hummad d'avoir donc répondu à nos questions. Je rappelle Ahmad Hummad donc est notre correspondant sur place à Kigali pour nous faire vivre ce sommet extraordinaire de l'Union africaine consacré au lancement de la zone de libre-échange continentale africaine aux ZLECA, aux côtés donc de Reye Omar, Awali Gildon et Abou Haloita. Autre actualité de ce 22h, peu avant son départ vers Kigali, le chef de l'État Ismaël Marguerite a reçu une délégation des sénateurs français. Celle-ci a entrepris une mission de travail visant à imprimer une nouvelle dynamique aux relations économiques et commerciales entre les deux pays et les deux peuples. À l'issue de ces entretiens avec le président Guélé, le chef de la délégation, M. Philippe Paul, qui appartient précisément à la commission du Sénat pour les affaires étrangères, la défense et les forces armées, a fait état de la détermination de son institution à contribuer au renforcement du niveau d'échange économique et commercial entre les deux pays. Le ministre de la Défense, Ali Hassan Bahdoun, a assisté à cette rencontre tout autant que le secrétaire général de la présidence, Mohamed Abdillahi, et le conseiller du président de la République en matière de défense, le colonel Mustafa Ali Handoulé, ainsi que l'ambassadeur de la République française auprès de la République de Djibouti, M. Christophe Guilou. Sans transition, à l'issue de cet entretien, le sénateur français Philippe Paul s'est réjoui du nombre important des secteurs de collaboration économique possibles entre les deux nations. Écoutons le sénateur. Enfin, tout simplement, déjà le chapeau général de la mission nous a été attribué par le président du Sénat, qui avait reçu le président de la République il y a 1 an, et il voulait lui assurer, Gérard Larcher, à travers cette mission, que la France est toujours aux côtés de Djibouti dans tous les domaines, quels qu'ils soient, pas uniquement le militaire comme on l'entend, mais aussi tout ce qui est économique et autres, et puis assurer de la poursuite de toute l'action, l'amitié qui lie nos deux pays.
Pour les ministres de la Défense chargés des relations avec le Parlement, Ali Hassan Bahdoun, les deux pays, Djibouti et la France, vont amorcer un partenariat économique intense et il s'agit d'un nouveau tournant dans les relations entre Djibouti et la France. Avec cette mission de sénateurs français à Djibouti, nos deux pays vont étendre à l'économie les liens stratégiques qu'ils entretenaient jusqu'alors dans les domaines politiques, militaires et culturels, a-t-il indiqué. Écoutons les propos du ministre. Aujourd'hui, le président de la République vient de recevoir une délégation de sénateurs français qui donne suite à la visite du président de la République en France il y a un an, où il a rencontré le président du Sénat et bien sûr aussi le président de la République française. Je crois que c'est une étape importante de nos relations anciennes et traditionnelles qui passe à une nouvelle phase de partenariat non seulement politique, militaire, mais également économique. Comme vous avez dit, le chef de la délégation des sénateurs, aujourd'hui ils ont rencontré déjà des hommes d'affaires et des secteurs privés franco-djiboutiens. Je crois que c'est un pas très important dans l'amélioration et le renforcement de nos relations avec la France. Et cette information trop importante qui nomme le président Guelleh sacré leader du tourisme par l'Union européenne, le Conseil européen du tourisme et du commerce a sacré le président Ismail Omar Guelleh leader mondial du tourisme et l'a nommé membre de l'Académie européenne du tourisme et pour sa reconnaissance du rôle et de l'importance du tourisme sur la scène mondiale. Fardous Hussein, donc pour nous en dire plus sur cette lettre officielle adressée au chef de l'État. Bonsoir tout d'abord. Eh bien, cette lettre officielle alliée a été adressée donc en ce sens par le Conseil européen du tourisme et du commerce. Il a encouragé donc les autorités djiboutiennes à poursuivre sur la même voie. Donc le tourisme étant un facteur de développement, de croissance économique, il s'intègre parfaitement dans la stratégie de réduction de la pauvreté. Aujourd'hui donc le gouvernement djiboutien reconnaît l'importance du tourisme comme étant un facilitateur mais aussi une clé pour le développement. Cette lettre donc Ali est co-signée par le président du Conseil européen et du tourisme ainsi que du commerce. Donc cette lettre de distinction est basée sur le dernier rapport de croissance de la Banque mondiale sur l'économie mondiale qui indique que le président, je le cite, Ismail Omar Guelleh, a sorti Djibouti de la pauvreté, l'a hissé au 5e rang de l'économie les plus dynamiques du monde. Merci Fardous pour ces explications. Économie à présent, où le ministre de l'économie et des finances chargé de l'industrie, M. Ilyas Moussa Dawale, le commissaire au plan chargé des statistiques Amari Ali Saïd, le représentant de la Banque mondiale à Toussek et le directeur de la DIZAD Idriss Ali Sultan ont parrainé un atelier de présentation des résultats de l'enquête djiboutienne auprès des ménages qui s'est déroulé hier matin au siège de l'Institut des études diplomatiques. Les enquêtes djiboutiennes auprès des ménages sur les indicateurs sociaux sont réalisées par la direction en charge des statistiques, aujourd'hui la DIZET, autrefois la DINAS. Ces enquêtes ont pour objectif de fournir aux décideurs des informations fiables et pertinentes sur les conditions de vie des ménages en vue de l'élaboration du programme de réforme économique et sociale en général et du programme national de lutte contre la pauvreté en particulier. Le représentant de la Banque mondiale à Toussek a pour sa part réaffirmé l'engagement de son institution auprès des autorités publiques. Aussi pour aider au renforcement institutionnel de DIZET en l'aidant à définir un plan stratégique, je pense qu'on aura besoin, monsieur le ministre, monsieur le commissaire, to think outside the box en ce qui concerne comment faire différemment pour qu'on ait une institution forte à Djibouti qui puisse permettre de nous aider à générer et à avoir l'information pour l'aide à la décision à temps réel dans tous les domaines où nous avons besoin d'informations. Le commissaire au plan chargé des statistiques, Amari Ali Saïd, a indiqué que les résultats méritent toute notre intention, d'autant qu'ils actualisent le profil de la pauvreté et de nombreux indicateurs couvrant plusieurs secteurs et relatifs aux conditions socio-économiques dans lesquelles vivent les ménages et les personnes. Je vous propose de suivre. L'enquête EDAM 4, encore appelée enquête exploratoire de la pauvreté, fait partie des grandes enquêtes nationales que la DIZET réalise régulièrement et qui s'avèrent être essentielles dans un contexte national, régional et international dominé
par une demande multisectorielle de plus en plus forte, des données statistiques de bonne qualité et régulières pour le besoin de suivi et évaluation des politiques, des programmes et des objectifs de développement durable formulés et mis en œuvre pour atteindre un niveau et un environnement de bien-être qui permet à chaque individu de manger à sa faim, d'avoir un travail décent, de bénéficier d'une couverture sociale et sanitaire correcte et de ne pas être laissé pour compte. Partant de ces postulats, le résultat qui nous seront présentés ce matin mérite toute notre attention, d'autant plus qu'ils actualisent le profil de la pauvreté et de nombreux indicateurs couvrant plusieurs secteurs et relatifs aux conditions socio-économiques dans lesquelles vivent les ménages et les personnes. Et pour sa part, le ministre de l'économie et des finances chargé de l'industrie, Ilyas Moussa Dawali, qui a mis en lumière comment les différentes enquêtes ont permis aux autorités de concevoir et mettre en œuvre le cadre stratégique de lutte contre la pauvreté et plus particulièrement sa composante suivi-évaluation. Il a indiqué que ces enquêtes permettent d'avoir une idée assez large de l'ampleur de la pauvreté à Djibouti et servent de cadre conceptuel et méthodologique pour une meilleure appréhension de la pauvreté. Vous n'êtes pas sans savoir l'intérêt d'avoir des chiffres est extrêmement important pour prendre des décisions et surtout d'agir contre le spectre de la pauvreté et de la vulnérabilité en République de Djibouti. Nous espérons que, une fois ces chiffres communiqués, analysés, les bonnes décisions seront prises par les autorités de la République pour agir contre la pauvreté, mais également pour prendre de bonnes décisions pour l'avenir. On sait qu'il y a eu des évolutions dans certains domaines, comme d'autres ont connu également de légères régressions. On aura l'occasion d'apprécier. Mais je tiens à remercier la collaboration et le soutien de la Banque mondiale pour la réalisation de cette étude. Et nous invitons l'ensemble de nos partenaires à contribuer dans la construction des données nationales, d'avoir une institution en charge des statistiques et des comptes nationaux qui soit digne de ce nom avec l'appui de nos partenaires. Le gouvernement a fait beaucoup d'efforts en engageant beaucoup d'ingénieurs, beaucoup de jeunes cadres djiboutiens. À la page santé de notre édition, avec cette distribution des tenues vestimentaires adaptées à l'ensemble des professionnels de santé faite par le ministre en personne lors d'une cérémonie qui s'est déroulée dans l'enceinte de la CAM. À son arrivée à la CAM, le ministre de la Santé, Dr Jama El-Mu'okiye, a été accueilli par le secrétaire général par intérim, Dr Salah Banoïta, et les principaux directeurs des établissements sanitaires pour une visite d'inspection de la qualité de ses acquisitions en blouse, coiffe, chaussures et tout autre accessoire. En effet, il s'agit de l'acquisition du deuxième lot qui s'est effectué par la centrale d'achat des médicaments et des équipements CAM et qui répond aux besoins vestimentaires en milieu hospitalier. L'objectif visé par le ministère de la Santé est bien entendu d'améliorer la qualité des services de santé dans nos structures de santé à travers les distributions de ces tenues de travail adéquates et réglementées en milieu hospitalier. Ainsi, le ministère de la Santé a donc conçu des tenues qui sont parfaitement adaptées aux différents secteurs de soins en spécifiant les couleurs en fonction des catégories professionnelles des personnels. Le ministre de la Santé, Dr Jama El-Mu'okiye, a toutefois rappelé que ces tenues réglementaires sont dorénavant disponibles au niveau de la CAM pour tout personnel qui désire acquérir d'autres blouses en plus de la dotation qui est fournie par le département de la Santé. Enfin, le ministre a exhorté tous les personnels de la santé à respecter les consignes et les directives en matière de porte de blouse et de tenues obligatoires en milieu hospitalier dans les centres de soins.
Le président de la République nous a donné des instructions fermes et claires d'améliorer la qualité de services, de soins au niveau du ministère de la Santé, mais aussi, en premier lieu, commencer de l'apparence des personnes qui reçoivent la population, qui les soignent d'abord eux-mêmes. Essayer d'être le plus beau possible, de paraître aux différents services au niveau mondial, les différents hôpitaux, que ce soit la propriété, que ce soit la tenue, que ce soit l'accueil. Le département de la santé, en s'efforçant de pouvoir faire en sorte que les instructions et la vision du président puissent être une réalité, nous avons en premier lieu fait l'achat de plus de 3000 tenues avec les différentes couleurs, pour que dès qu'on entre dans un hôpital, savoir qui est médecin, qui est infirmier, qui est sage-femme, ainsi de suite. Nous avons réussi, le premier lot est distribué à tous les personnels du ministère de la Santé, et postérieurement, dans une deuxième phase, nous avons donné la responsabilité à la direction des médicaments et des matériels du ministère de la Santé, une direction autonome, qui est la CAM, qu'elle puisse, elle, se responsabiliser, acheter ou produire ou confectionner tous ces tenues, et postérieurement vendre à un prix 2 fois moins cher que celle que d'habitude les personnels achetaient, que ce soit à l'extérieur ou que ce soit à l'intérieur au niveau national. Donc la CAM a fait l'acquisition de plus de 10 000 tenues, mais le département de la santé sera ferme sur les instructions qu'il a données, et l'image du personnel de la santé doit être la meilleure dans le pays. Un médecin doit être présentable, un infirmier doit être présentable, une sage-femme doit être présentable avec la tenue exigée, et aujourd'hui la tenue est disponible dans notre pays. Donc cela améliorera non seulement l'apparence, mais aussi la présentabilité du personnel de la santé. Et aussi, cela motivera à la population et aussi donnera la possibilité de savoir qui est qui au sein d'un hôpital pour pouvoir s'adresser, pour pouvoir avoir de l'information ou pouvoir se soigner. Chaque catégorie dans le département de la santé aura son propre équipement, ses propres vêtements. J'exhorte à tout le personnel de la santé de pouvoir s'approcher à la CAM et pouvoir s'approvisionner en matière des équipements. J'ai donné des instructions fermes et claires à tous les responsables des hôpitaux, à tous les directeurs, à tous les responsables des centres. Je voudrais que tous les personnels de la santé puissent respecter cela et puissent s'approvisionner. Si hier, l'excuse était que nous n'avons pas cela au niveau du pays, aujourd'hui, tout cela est disponible au niveau de la CAM. Et voilà qui nous ramène de parler de cette cérémonie d'adieu officielle des militaires des forces armées djiboutiennes désignés pour participer à un exercice conjoint de la coalition militaire islamique de lutte contre le terrorisme. Cette cérémonie s'est déroulée hier matin au régiment d'artillerie. En tout, près de 30 soldats djiboutiens seront déployés en Arabie Saoudite pour assister à l'exercice Tempête, qui a pour objectif de renforcer la coordination militaire des pays membres de cette alliance. La cérémonie a été présidée par le général de corps d'armée, le chef d'état-major général des armées, le général Zakaria Ibrahim. À son arrivée sur les lieux, le général de corps d'armée Zakaria a été accueilli par le général de brigade Tahir Ali Mohamed, chef d'état-major de la défense, et le colonel Mohamed Hirsi Omar, chef de corps du régiment d'artillerie. Le SEMGA a par la suite passé en revue les troupes d'honneur et la section en partance pour l'Arabie Saoudite. La cérémonie a vu la participation, entre autres, du général de division Hassan Ali Kamil, du colonel-major Ali Soubané Shirdon, sous-chef d'état-major de la défense, Jamil Shisha, chargé d'affaires de l'ambassade de l'Arabie Saoudite, le général de brigade Ali Ben Asmari, attaché de défense de l'Arabie Saoudite, le directeur général de la police nationale, le colonel Abdillahi Abdi Farah, et le colonel Mohamed Jama Douali, le commandant en chef de la garde républicaine, et le colonel Waïs Omar Bogoré, commandant de la garde-côte. Le colonel Mohamed Hirsi Omar, commandant du régiment d'artillerie, a souhaité la bienvenue dans son quartier à l'ensemble des participants. Il s'est réjoui du choix de son régiment pour abriter cette importante cérémonie riche en sens.
Par la suite, le général de corps d'armée Zakaria Cheikh Ibrahim a tenu une allocution qui relate l'objet de la présente cérémonie. Le général a indiqué que la cérémonie qui nous réunit aujourd'hui ici au régiment de l'artillerie porte un adieu à un détachement des forces armées djiboutiennes désigné pour participer à l'exercice tempête décisif qui se déroulera dans la province de l'Est de l'Arabie Saoudite. Cette manœuvre s'inscrit dans le cadre des efforts déployés par l'Arabie Saoudite pour attribuer et activer le concept de défense commun contre les hostilités des organisations terroristes et leur soutien qui menacent la stabilité de la région et du monde dans son ensemble. Le but de cet exercice, a indiqué le chef de corps d'armée, est de se préparer à des opérations conjointes pour faire face aux menaces sérieuses qui pèsent sur les pays de l'Alliance islamique dirigée par le royaume saoudien afin de les dissuader à affronter cette force intégrée, unifiée et contribuer ainsi au renforcement de la sécurité. La participation de Djibouti dans cette coalition marque la volonté du gouvernement djiboutien dirigé par le chef de l'État de soutenir le royaume d'Arabie Saoudite dans la défense de la terre sainte et contre toutes les menaces qui pèsent sur la nation islamique, a indiqué le chef de corps d'armée. Le général Zakaria Cheikh Ibrahim. La République de Djibouti et le royaume d'Arabie Saoudite partagent des liens d'amitié et de fraternité forts et très anciens. Enfin, le SEMGA a indiqué a prié le Tout-Puissant et de perpétuer le progrès et la grandeur de deux pays et de deux peuples frères sous le leadership du roi Salman Ben Abdelaziz Al Saoud et du président Ismail Omar Guelleh. Et donc s'en est suivi un peu de rafraîchissement à l'ensemble des personnes présents à cette cérémonie. La cérémonie donc d'adieu au régiment d'artillerie s'est clôturée par un pot organisé à cette occasion, marqué également par des poèmes et des danses traditionnelles rendant donc hommage aux forces armées et au commandement. Enfin, la section des forces armées djiboutiennes en partance pour l'exercice conjoint de l'Alliance militaire islamique s'est envolée hier soir avec un vol spécial affrété par les organisateurs de l'exercice. Cette section a été saluée au départ sur le tarmac de l'aéroport international de Djibouti, cette force conduite par le général de brigade Tahir Ali Mohamed, qui les saluait donc au tarmac de l'aéroport. Ce dernier a souhaité donc bonne chance à cette section, en particulier l'officier responsable, le colonel Ibrahim Moussa, directeur des ressources humaines des forces armées djiboutiennes. Et de là, nous passons aux nouvelles à travers le monde avec Ferdous Hussein encore une fois. Bonsoir Ferdous. Bonsoir Ali. La Chine, donc fort de sa réélection, le président chinois Xi Jinping fait vibrer la corde nationaliste. Eh bien, 2 jours après sa réélection à l'unanimité par le Parlement, Xi Jinping a prononcé aujourd'hui un discours aux accents patriotiques. Seul le socialisme peut sauver la Chine, a déclaré donc le président chinois 2 jours après sa réélection à l'unanimité par le Parlement, qui lui a aussi offert la possibilité de rester à la tête de l'État aussi longtemps qu'il lui plaira. Dans un discours solennel à la clôture de cette session plénière de l'Assemblée nationale populaire, l'homme fort de Pékin, considéré comme le plus puissant dirigeant chinois depuis moins d'un quart de siècle, a affirmé le rôle de dirigeant du Parti communiste chinois. L'histoire a prouvé et continuera à prouver que seul le socialisme peut sauver la Chine. Allusion au protectionnisme décidé par Donald Trump en direction des pays étrangers, Xi Jinping a assuré que l'essor phénoménal de son pays depuis près de quart de décennie ne constituait une menace pour quiconque. La Chine ne sacrifiera jamais les intérêts des autres pays pour assurer son propre développement, a-t-il lancé donc le chef de l'État de la seconde économie mondiale en but aux menaces protectionnistes de Donald Trump. Merci Ferdous Hussein pour ces explications et merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve demain à 15 h.